Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme pour chaque youtubeur ciné pour le top des meilleurs films de l'année. Enfin, ceux que j'ai préférés. Ce top est totalement subjectif. N'attendez d'ailleurs pas de flop sur cette chaîne. J'essaye d'éviter les films de merde en vrai. On est dans une époque où les bandes annonces en dévoilent beaucoup trop, donc c'est relativement facile de prédire si un film va être à chier ou non. Moi je mate pas ça, hein. Je tiens à ma santé mentale, sinon je vais ressembler à Reggie Legoria quoi. Ce mec mate tous les films possibles qui sortent, y compris les grosses chiasses. Et vu que y a plus de merde que de bon dans le ciné, il est devenu aigri le gars. Ne soyez pas surpris non plus s'il y a des films qui ne sont pas là, comme The Zone of Interest par exemple. Dans ma tête, c'est un film de 2023, même s'il est sorti pour moi en 2024, mais tout le monde en parlait en 2023. Il était à Cannes 2023 et tout, donc c'est un film 2023. Il est même dans mon top 2023. Vous avez compris, 2023, donc allez voir sur Letterboxd si vous en voulez plus. Même chose pour The Iron Claw, il ne se retrouvera pas dans ce top. En 2024, j'ai vu 48 films, on peut pas tous les placer bien entendu, même s'il y en a des très bons. Il y a aussi plusieurs films qui m'intéressaient que j'ai toujours pas vus, comme les deux derniers Yorgos Lanthimos par exemple, Poor Things et Kinds of Kindness. Il faut vraiment que je les voie, ils ont l'air super cool. I Saw the TV Glow m'intéressait aussi, il y avait aussi Flow, Rebel Ridge, Snack Snack, Exuma et bien d'autres. Je vais les mater un de ces quatre, donc suivez-moi sur Letterboxd les gars, très important, je mets mes tops à jour, donc il se peut que un de ces films vole la place d'un autre, qui sait, le seul moyen de le savoir c'est de me suivre sur Letterboxd. Avant de commencer, je voulais donner au moins quelques mentions spéciales, des films qui étaient sympas, mais il leur manquait un petit quelque chose, qui ont fait que malheureusement, ils n'ont pas trouvé leur place dans ce top ici. Dans le tas, on va avoir Anora de Sean Baker, Longlegs de Osgood Perkins, Challengers de Luca Guadagnino, putain de nom, Civil War de Alex Garland, Conclave de Edward Berger et Alien Romulus de Fede Alvarez. Bref, trêve de tergiversion, passons au top. On commence à la 10e position avec 1995 de Riccardo Troggi. C'est difficile d'être un artiste. Je peux au moins essayer. Mais oui, tu peux essayer. Mais promets-moi, si ça fonctionne pas, tu t'acharnes pas. C'est un des films que j'attendais énormément cette année depuis son annonce. Pour ceux qui ont vu ma vidéo critique que j'ai sortie cet été, vous avez pu constater que j'étais un très grand fan de la quadrilogie qui comporte les films 1981, 1987 et 1991, qui sont des comédies québécoises que je trouve totalement géniales. 1995 est donc le dernier opus de cette saga, si on peut appeler ça une saga. Et comme ses prédécesseurs, le film est totalement génial. On retrouve le même humour qui fonctionne super bien, un rythme et un montage extrêmement bien maîtrisés aussi, des idées de mise en scène super fraîches qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir dans le cinéma québécois, en plus d'un casting vraiment génial. Karl Boucher tient cette saga sur ses épaules, il incarne encore une fois le rôle de Riccardo Troggi à la merveille. Ça me rend triste de savoir qu'il n'y aura sûrement pas de suite après ça, parce que après c'est la vie du réalisateur quoi. Les bonnes choses ne sont jamais éternelles. Je l'ai rabâché plusieurs fois cette année, mais par pitié les gars, matez ces films, ils sont vraiment super cool. Ne vous arrêtez pas au fait que ce sont des films québécois, je vous garantis que vous allez passer un bon moment en les voyant. Si vous voulez avoir plus d'avis sur 1995, j'ai sorti une vidéo cet été où je rentre beaucoup plus en détail sur la critique du film. À la 9e place, The Wild Robot. Je m'attendais à rien en allant voir ce film et j'étais agréablement surpris. Le retour de DreamWorks, ils en avaient vraiment besoin. C'est un studio qui enchaînait pas mal les échecs au box-office dernièrement. Il y avait des films sympas pourtant, Le Chapeauté 2 par exemple, mais c'était pas rentable. Et The Wild Robot vient de le remettre un petit peu dans la course, car il a coûté que 60 millions. Et en tout, il a rapporté presque 330, donc ça fait du bien, ça relâche un poids sur les épaules. The Wild Robot, c'est un film qui parle de maternité et du rôle de la mère dans la vie d'un enfant, d'une manière que j'ai trouvé super originale. On suit ce robot au féminin d'ailleurs, qui va trouver un œuf qui va éclore, et il va en sortir un petit canard dont elle va devoir s'occuper, et j'ai trouvé ça super, c'était vraiment génial, touchant, j'ai pleuré tout le long en fait, j'avais quelques répits par moment en vrai, mais j'ai chialé durant la majorité du film, pas parce que c'est triste, juste parce que c'est beau, c'est touchant et tout, voilà, ça coulait, les chutes du Niagara quoi. Je suis personnellement très proche de ma maman, donc c'est sûr que c'est des thèmes de films
qui me vont droit au cœur. Ça transmet de belles valeurs sur le respect des différences, le dépassement de soi, des sacrifices que les mères font pour amour de leurs enfants. Tout ça soutenu par une animation magnifique, c'est super beau visuellement, il y a tellement de plans qui m'ont marqué dans ce film, ce serait impossible de tous les nommer. Il y a déjà une suite de prévue d'ailleurs, je sais pas si ça m'intéresse vraiment, je trouve que le film se suffit à lui-même à vrai dire, et je vois pas vraiment en quoi ce serait nécessaire d'en faire une. Après on pourrait être surpris, mais je vois plus ça comme de l'opportunisme qu'autre chose. À la 8ème position, Late Night with the Devil. Lily, can you hear me? Petit film d'horreur qui a été produit par Shudder, qui a fait un petit peu de bruit cette année. C'est un film qui m'intriguait pas mal avant sa sortie, je trouvais le concept vraiment cool. On suit une fausse diffusion en direct d'un late night show des années 70-80. Le film se déroule durant la période d'Halloween, du coup, ils décident de faire une émission spéciale Halloween où ils vont faire venir sur le plateau une fillette soi-disant possédée par le diable. Et ça va engendrer quelques péripéties intéressantes. Et je suis rentré dans le délire ultra rapidement, car c'est quand même quelque chose de super original dans son exécution, et personnellement je me rappelle pas avoir vu quelque chose du genre avant. On retrouve David Dastmalchian dans le rôle principal, c'est un mec qu'on a plutôt l'habitude de voir dans des rôles de mecs un peu bizarres, presque psychopathes même, donc c'est très cool de le voir jouer quelque chose de différent à ce point. Ça coïncide, même si c'est très différent bien évidemment, avec son rôle dans The Suicide Squad de James Gunn, où je l'avais trouvé aussi ultra génial là-dedans. Pour revenir un petit peu au film, je l'ai trouvé le production design aux petits oignons, même si on se balade pas énormément, tout fait sens, les costumes, le plateau télé, les images qu'ils nous mettent pour les coupures pub, tout fonctionne extrêmement bien dans la mise en scène et on sent qu'on aurait l'impression de regarder la télé des années 70-80. Même dans les effets spéciaux, on va avoir du pratique, un moment qui va faire penser à du Carpenter ou du Cronenberg. Vers la fin, on a de la CGI, mais qui est à chier, mais fait exprès d'être à chier pour coller aux vieux effets spéciaux de l'époque. J'ai trouvé ça super cool. Ils arrivent aussi à implémenter The Grove à l'intérieur, donc le Bohemian Grove, pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vous invite à aller vous renseigner là-dessus, c'est très intéressant. Ils arrivent à incorporer un mystère avec ça que j'ai trouvé très cool. Donc si vous avez l'occasion de voir ce film, franchement, donnez-lui sa chance, c'est une petite pépite. On continue donc à la 7ème place avec Juré numéro 2. It was last October. It was raining and I hit something. Le dernier film de Clint Eastwood, un grand pilier du cinéma, cet homme, je le surkiffe, j'ai même son portrait à l'entrée de mon appartement, et je dois dire que je comprends toujours pas pourquoi ce film n'a pas fait plus de bruit à sa sortie. C'est le dernier Clint quand même, je trouve ça extrêmement triste, il y a eu aucune com dessus, perso je me souviens même pas l'avoir vu passer au cinéma à Québec chez moi, donc en France j'imagine même pas, c'est extrêmement dommage, mais bon. Clint revient cette fois-ci avec un film de procès en mode Sidney Lumet, 12 hommes en colère. On suit un jeune homme, futur papa, interprété par Nicholas Hoult, qui reçoit une lettre où il est convié pour être juré dans un procès qui se déroule dans sa région. Sauf que plot twist, il se rend compte que petit à petit, l'homme qui est à la barre est innocent et que c'est en fait lui le véritable coupable du crime. Ça sonne ma foi très intéressant tout ça, dis donc. Il faut savoir que j'aime beaucoup les films de procès, c'est un procédé scénaristique qui marche très bien sur moi, et ce film ne déroge pas à la règle, c'est très bien fait, avec une mise en scène très efficace comme Clint a pu nous y habituer avec ses nombreuses années de bouteille, beaucoup plus que son dernier projet Cry Macho, qui m'avait énormément déçu, je le trouvais mal rythmé, il y avait un vrai manque d'investissement aussi pour le spectateur, je trouve, en termes d'émotion et tout. Là, il s'est vraiment rattrapé sur celui-ci, il y a un vrai sentiment de suspense, il y a quand même pas mal d'enjeux et de dilemmes moraux à l'intérieur, c'est très cool. On sent bien évidemment une grande influence 12 hommes en colère. Remarque, tous les films avec des jurés dans un procès nous font penser à 12 hommes en colère, donc on est un peu biaisé de ce point de vue-là. Bref, si vous kiffez les films de procès, je pense que vous allez aimer celui-ci aussi. Point de vue très original. J'ai pas vu grand chose avant qui traitait un film de procès de cette manière, donc c'est quand même assez cool. Donc donnez-lui sa chance, il est passé en dessous des radars et c'est vraiment dommage. À la 6ème position, on retrouve Saturday Night de Jason Reitman. We're just not ready. Doesn't matter that we're ready, it matters that it's 11:30. That's when we go on. Film que vous n'avez pas pu voir en France, il me semble qu'il n'est pas sorti en salle chez vous. Ah et c'est dommage, c'est vraiment très sympathique comme film. On se concentre sur la dernière heure et demie avant la toute première diffusion du Saturday Night Live.
qui est un show ultra mythique aux États-Unis. Et la première diffusion de cette émission a été un bordel monstre de production. Donc le film se concentre sur tous les petits problèmes auxquels l'équipe a fait face. Étant un mec qui bosse à la télé, c'est le style de film qui résonne beaucoup avec moi. C'est très cool de voir l'envers du décor des productions de l'époque et de l'enfer que ça devait être. Il y a un super bon rythme, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais, il y a toujours un problème qui va submerger l'autre. C'est bien dosé en plus avec ça, il y a quelques scènes d'humour qui allègent un petit peu le méga stress qui nous est mis en scène. On a aussi un casting super intéressant avec que des stars en vogue ces temps-ci, ça fonctionne à fond quand on sait que le SNL a lancé pas mal de carrières depuis sa création. C'est vraiment un tremplin même encore aujourd'hui. J'ai trouvé ça perso super intéressant, j'ai appris plein de trucs et ça m'a donné envie de me renseigner encore plus sur l'histoire du SNL que je connaissais pas vraiment. J'avais regardé quelques sketchs qui marchaient bien sur YouTube à l'époque, mais hormis ça, j'y connaissais rien. Là, ça m'a vraiment donné envie, surtout de voir des anciennes émissions, quand on sait le défi de production qu'il y a derrière. J'ai trouvé ça franchement génial. Je pense pas qu'il va sortir en salle chez vous, il va sûrement directement sortir en VOD, donc quand il sortira, donnez-lui sa chance les gars, c'était franchement une très bonne découverte de ma part. À la 5e position, Nosferatu de Robert Egger. We are here encountering the vampire. Nosferatu. J'en ai parlé dernièrement dans une vidéo en fin décembre, et pour ceux qui ont vu cette vidéo, vous avez pu notifier que j'ai grandement apprécié ce film, sauf le design de Nosferatu, duquel j'étais un petit peu moins fan. Entre deux, j'ai vu quelques interviews de Robert Egger, où il expliquait le pourquoi du comment ce design, et je dois dire que je comprends mieux maintenant. Je suis toujours pas fan, mais je comprends, donc la pilule est passée. Un truc duquel je suis fan par contre, c'est le visuel de ce film, qui comme les autres films de notre cher Robert, est ultra maîtrisé, des idées de composition magnifiques, une colorimétrie qui en impose, un production design, des costumes et des décors à couper le souffle, sans parler des acteurs qui sont tous excellents. Belle surprise de la part de Lily Rose Depp pour moi. Je vous invite à aller voir ma vidéo qui est sortie après Noël, c'est encore frais, mon avis n'a pas changé dans les 2 dernières semaines. À la 4e place, le comte de Monte Caca. Je suis le comte de Monte Caca. Pardon, excusez-moi, j'ai l'âge mental d'un enfant de 8 ans. Le comte de Monte Cristo. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Film que j'attendais pas spécialement à vrai dire, mais c'est en le voyant que je me suis pris une claque perso, je suis rentré dedans tout de suite. Et faut savoir que j'ai vu aucune autre adaptation du Comte de Monte Cristo, donc je peux pas vraiment comparer avec d'autres s'il est meilleur ou s'il est moins bon. Donc pour moi c'est la meilleure adaptation du Comte de Monte Cristo, voilà. Je sais qu'il y a une mini-série qui est sortie fin 90, début 2000 avec Gérard Depardieu, mais à ce qui paraît c'est bien long pour pas grand chose, donc je vais me concentrer sur ce film. Moi il me plaît donc pas de problème, et j'aime voir ce style de film dans le décor du cinéma français en vrai, ça fait du bien car habituellement c'est les Américains qui reprennent ce genre de scénario pour les adapter à leur sauce, mais dernièrement on a pu remarquer que les prods françaises voulaient adapter leur œuvre littéraire, avec les 2 films 3 Mousquetaires qui sont sortis en 2023 par exemple, que je trouve très très moyen personnellement. Là le Comte de Monte Cristo est dans cette continuité de vouloir adapter des œuvres littéraires françaises, sauf que je le trouve 1000 fois meilleur que les 3 Mousquetaires, que ça soit dans le jeu d'acteur, la mise en scène, les musiques, l'écriture, ce film défonce les 3 Mousquetaires sur tous les points. Je me rappelle être investi de fou dans l'histoire, on est sur un projet de 3 heures que je n'ai pas du tout vu passer. Ils ont fait un assez bon boulot pour enlever des longueurs du livre sans que ça impacte le film en tant que tel. Les grandes lignes sont toujours respectées. J'ai trouvé Pierre Ninet aussi très juste dans ce rôle du comte. C'était le choix de casting parfait selon moi, comparé à François Civil dans Les 3 Mousquetaires, qui a le niveau d'acteur d'une soirée Halloween entre potes quoi. C'est vraiment ça. Je l'avais dit dans une vidéo rétrospective de fin de mois. François Civil dans Les 3 Mousquetaires, on dirait qu'il a une soirée d'Halloween et qu'il s'est dit vas-y ce soir je me mets dans le rôle, je parle comme un mec d'antan. Voilà, je le vois comme ça. Je le prends pas du tout au sérieux dans ce film, c'est indécent. Là Pierre, sur la ligne, parfait, juste à fond, c'est génial. C'est ma bonne surprise de l'été et maintenant il se retrouve dans mes meilleurs de l'année. On entame donc le top 3 avec The Substance, qui est une des plus grosses claques de l'année selon moi. A perfect balance of 7 days each. The one and only thing not to forget. You are one.
J'y suis allé en totale découverte, sans avoir vu la bande-annonce, rien, je connaissais même pas le concept du film, donc je vais pas vous cacher que je me suis pris le truc dans la tronche de manière très violente, un bon pain dans ma poire. Je m'attendais pas à autant de violence graphique, je me tortillais dans mon siège en voyant ça. J'ai aussi été bluffé par le casting, principalement Demi Moore, qui signe le rôle le plus décisif de sa carrière selon moi. Vers la fin, elle a plus grand chose pour nous délivrer des émotions, mais il arrive quand même avec brio. On a Margaret Qualley aussi, ça va lui donner un bon boost de carrière ce film, je vous le garantis. On va constater un avant et un après de Substance avec elle, vous allez voir, ça va être cool. En plus de ça, les visuels sont géniaux, on remarque plein d'influences, Kubrick énormément. C'est un style extrêmement moderne dans sa manière de filmer, très dynamique et saturé dans les couleurs. La bande son a pu cet effet là aussi avec des sons très électro et un petit peu distordus, j'ai trouvé ça très cool. Beaucoup d'effets pratiques aussi qui nous font penser aux meilleures heures du cinéma de Cronenberg ou de Carpenter. C'est vraiment le genre de petits films qui sont pas annoncés en début d'année mais qui nous tombent dessus en automne, le genre de choc que nous les fans, on n'est pas prêts à accueillir quoi. Je pense que c'est unanime d'ailleurs, tout le monde a adoré ce film et je comprends pourquoi. J'attends avec impatience les prochains projets de Coralie Fraja. J'espère qu'elle va être capable de continuer sur cette lancée car ce film va lui ouvrir de grosses portes. Si vous avez toujours pas vu The Substance, je vous conjure d'y aller s'il vous plaît, merde. Selon moi, il défonce Anora sur tous les points. Je comprends pas pourquoi The Substance a pas eu la Palme d'Or et que c'est Anora qui l'a eu. Incompréhension totale. En deuxième position, Dune 2 de Denis Villeneuve. Don't try to impress anyone. You're brave, we all know that. Be simple. Be direct. Quoi ? Dune 2 n'est pas premier ? Je sais les gars. Dune 2 est sorti très tôt en 2024 et il a mis la barre très haut cette année. Avec tous les films que je suis allé voir, je me suis dit presque à chaque fois que c'était sympa mais que ça rivalise pas du tout avec Dune 2. Et je suis pas du tout surpris du niveau de qualité de ce film. Villeneuve est un des plus grands réalisateurs actuels, il joue coude à coude avec Christopher Nolan, mais là il vient de le dépasser, on est sur un autre registre de grandiose. Le mec a réussi à adapter l'inadaptable 2 fois avec brio, donc très fort. Je préfère Dune 2 au premier personnellement, je sais que les avis varient de ce point de vue là. C'est une claque visuelle sans nom, c'est le genre de film qui se distingue par rapport aux autres. J'ai encore énormément de plans en tête aujourd'hui, malgré que ça fait 10 mois que je l'ai vu. C'est un des projets les plus marquants de la décennie, et si Denis arrive au même niveau de qualité pour le 3e opus, on va être sur une des trilogies les plus importantes de la science-fiction, voire de l'histoire du cinéma. Je m'attends à ce qu'il chope l'Oscar du meilleur film. Ouais, y a rien d'autre de nominé cette année qui surpasse ce film selon moi. On est vraiment sur une démonstration de style. Et vu la filmo de Denis, c'est normal qu'il ramasse l'Oscar quoi. Le mec, il nous pond des pépites depuis 15 ans, il a aucun miss dans sa carrière, on est sur que du parfait. Il est temps. Donner une statue dorée à cet homme, il le mérite. J'ai d'ailleurs enfin fait l'acquisition des 2 Dunes en 4K Blu-ray, donc ça va partir en revisionnage sous peu, vous pouvez me croire. Maintenant que je vous ai brossé dans le sens du poil, peut-être que la pilule va mieux passer. Prenez une bonne respiration, on se prépare. On passe à la première place les gars, L'amour ouf de Gilles Lelouch. Tu sais, pendant toutes ces années, j'ai beaucoup pensé à toi. À nous, à ce qu'on était. Parce que t'avais tout gagé. Waouh, mais t'es un malade, t'es fou dans ta tête. Are you crazy in your head, man? L'amour ouf en première position, c'est supposé être Dune 2. Les gars, vous vous souvenez, il y a 2 minutes, je vous ai dit qu'il n'y a aucun film qui m'a fait dire c'est meilleur que Dune 2 cette année. Il y en a un seul, c'est L'amour ouf. Dune 2, je l'ai vu 2 fois au Cinoche à sa sortie, avec 1 semaine d'intervalle entre les 2 séances. L'amour ouf, j'y suis retourné le lendemain. Ça dit tout. C'est même pas une claque que je me suis pris en le revoyant, c'est un high kick dans ma gueule. Je suis Dominique Cruz, le film c'est Marlon Vera. J'ai adoré, j'ai ressenti un grand nombre d'émotions en voyant ce projet, de la joie, de la tristesse, de la colère, de la compassion, bref, c'est ce que je recherche quand je regarde un film, ressentir des choses, et c'est vraiment le meilleur film de l'année selon moi. Visuellement, il peut rivaliser avec Dune 2 sans aucun souci.
Chaque plan a son importance, n'est pas placé au hasard, il y a plein d'idées de composition qui sont ultra intéressantes, c'est très artistique de ce point de vue-là. Les choix de musique sont parfaits aussi, à sa place à chaque fois, ça colle à la mise en scène. J'espère que Gaston Bide l'a vu et qu'il a pris des notes. C'est comme ça, Franck, qu'on cale des musiques qu'on kiffe de manière subtile dans un projet, voilà. J'espère que tu apprendras. On va avoir du rock américain, de la variété française, de l'électro, de la disco, avec une bande originale en plus de ça, composée par John Brion, que vous connaissez sûrement pour... Putain, je suis con, comment ça s'appelle en français ce film-là? Ah non, il n'y a pas de titre français, je suis con. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. C'est parce qu'au Québec, on a la loi 101, et au Québec, le film s'appelle Du soleil dans la tête. Pathétique. Loi 101, c'est la loi qui fait que tout titre est supposé être traduit en français pour pas que on perde le français vu qu'on est entouré d'anglophones ici, donc voilà. Loi 101 obligatoire, du coup ça donne des situations où Pulp Fiction, ça s'appelle fiction pulpeuse, voilà, et Fast and Furious, c'est rapide et dangereux, c'est de la merde. Je suis pas du tout fan de ça, les titres français, ils puent du cul. Evil Dead, c'est l'opéra de la terreur. Quoi? Expliquez-moi, je comprends pas. On sent que Gilles, c'est un mec qui a fait des clips avant, il s'est fait kiffer de ce point de vue-là. On a une scène où il te balance du NAS sur fond de grosses bastons, ça marche trop bien. Tout est rythmé sur la chanson, en plus les explosions, les billets qui tombent, ça fait clip de rap à donf. Ensuite on a le casting aussi qui est vraiment génial, on a tous les acteurs en vogue du moment, j'attendais perso un caméo de Gilles en caissier ou un truc du genre, un petit keuf ou je sais pas trop. Ça m'aurait satisfait, je l'ai pas eu mais bon voilà, pas grave. Les deux acteurs qui jouent les jeunes dans la première partie du film sont super justes, surtout que Mister qui joue Clotaire a jamais rien fait avant donc c'est encore plus impressionnant, on va le revoir c'est sûr. François m'a réconcilié avec son jeu car comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, dans Les Trois Mousquetaires il pue du cul, c'est indécent. Voilà, là on voit qu'il prend ça au sérieux quoi, il a pas l'air ridicule du tout en fait. On a Adèle aussi très juste. Elle a même le droit à une scène de craquage où elle peut flex ses différents degrés d'acting. Non, elle est très très bonne dans le film aussi. On est sur un film de 2h45, comparé à Dune 2, qui a la même durée, tu le sens pas passer du tout. Dune 2, il y a quelques longueurs. Dune 2, je vais pas vous le cacher, 2h40, tu te le prends dans la gueule, tu le ressens bien quoi. Là, pour l'amour ouf, j'aurais juste enlevé les 10 dernières minutes, mais juste pour l'écriture en fait, pas parce que c'était trop long. Je t'aurais arrêté ça juste après, un certain moment où ça tape bien, voilà. Pour ceux qui l'ont vu, on se comprend. Même si les scènes qui viennent après ça me dérangent pas, il y en a même une très satisfaisante, si elles étaient pas là, on aurait eu une fin parfaite. Là, ça aurait été on point, sur la ligne, parfait. Mais les scènes qui viennent après me dérangent pas, elles confortent un petit peu, voilà. Il y a juste un petit truc qui m'a titillé, Anthony Bajon. Ah non, pas bon choix de casting. Il est supposé jouer un mec plus vieux, mais il fait juste plus jeune que le personnage qu'il est supposé jouer, ça m'a vraiment bugué, ils auraient juste dû prendre le même mec du début, lui foutre un petit peu de latex dans la tronche pour lui faire des rides, ça aurait coûté moins cher en plus, donc voilà. Mais à part ça, franchement, on est sur un bijou de cinéma, merci Gilles, c'est grandement apprécié, j'espère que t'es fier de toi. Sur ce les gars, n'oubliez pas que ce top est totalement subjectif, ne lancez pas d'objets à travers votre écran, je ne vais pas le recevoir, donc ça sert à rien, voilà, c'est subjectif, hein. J'ai pas la science infuse, moi chacun ses goûts, j'ai vu des gens avec Argyle dans leur top, ça fait grincer des dents mais on juge pas, ok? Donc dites-moi en commentaire quel est votre top 10 personnel pour cette année 2024. Bref, suivez-moi sur Letterboxd, ce serait franchement très sympathique de votre part. Si vous voulez voir les mises à jour du top, s'il y en a, il y a plusieurs films que j'ai attrapés quand même, donc ça se peut qu'ils changent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si t'as kiffé cette vidéo frérot, eh bien peut-être que tu vas kiffer une de ces deux là aussi, donc va jeter un coup d'œil, tu pourrais être surpris. Sur ce les gars, moi je vous dis à la prochaine, bye.